Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter les travaux que nous avons réalisés dans le cadre de ce conclave qui a été créé à la fin de l'année 2023 par 12 personnes, dont je suis, sous l'égide de Europa Nova, qui est l'un des grands think tanks français sur les questions européennes, créé en 2002, et dont le président, Guillaume Clossat, est ici. Et en fait, Guillaume est donc celui qui a lancé ce conclave, rejoint par 11 autres collègues qui viennent de tous les pays de l'Union européenne, pas de tous, c'est pas possible, mais enfin de plusieurs pays de l'Union européenne. Et cette initiative a des spécificités qui en font un forum très original. C'est d'abord une initiative qui est intéressante par sa composition. Il s'agit de réunir un nombre de 40 à 50 personnalités qui viennent pratiquement de tous les pays de l'Union européenne, mais aussi qui couvrent différentes disciplines, depuis la politique à la science, en passant par l'économie et la culture. Ensuite, c'est un forum original par son objectif. L'objectif, c'est de cerner les questions stratégiques, les bonnes questions qui se posent à l'Union européenne et d'identifier les facteurs de changement, ce qu'on appelle en bon français les game changers. Troisièmement, c'est une organisation spécifique par sa méthode de travail. Dès le début, c'est-à-dire lors de la première réunion, avant la réunion elle-même de ce conclave, nous avons organisé une conférence internationale. C'est-à-dire que, avant de travailler sur les thèmes que nous avions retenus et sur lesquels je vais revenir concernant l'avenir de l'Union européenne, nous avons demandé à des représentants des autres continents de venir donner leur vision de ce qu'est l'Union européenne et de ce qu'elle devrait être. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Maroc, l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est le prélude à ces travaux. Et cela a été le cas donc, lors de la première réunion qui s'est déroulée avec l'accueil du président de la République du Portugal et du Premier ministre portugais de l'époque, un certain António Costa, au palais présidentiel de Cascais, près de Lisbonne, à la fin de l'année, fin novembre 2023. Et c'est aussi ce modèle que nous avons pris pour la deuxième réunion, qui s'est réunie, elle, en janvier 2025, à la veille de l'inauguration du deuxième mandat de Donald Trump, et qui a été aussi accueillie par le même António Costa, devenu entre-temps président du Conseil européen, mais qui a aussi donné l'occasion d'une rencontre avec Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, avec le Premier ministre belge sortant, M. De Croo, et quelques autres hautes personnalités. Alors, quelques mots sur ce premier conclave qui a eu lieu au Portugal. Donc, il a abouti à un rapport qui a été remis quelques mois plus tard. Et ce rapport est... je vais vous en citer le titre d'abord, et je vais citer une phrase ou deux phrases du rapport. On est à fin 2023. Le titre que nous avons choisi, c'est « Europe 2040 », pour ça qu'on vous parle de 2040. « Demain se joue dès aujourd'hui, co-construire une puissance globale, durable, responsable ». Co-construire une puissance globale, durable, responsable, 17 questions fondamentales. Ce rapport est sorti avant toute une série de rapports qui ont égrené l'année 2024 et dont vous avez entendu parler. Et nous avons eu la satisfaction de retrouver beaucoup de nos questionnements, mais aussi de nos pistes dans ces différents rapports. Alors, on a beaucoup parlé des rapports Letta sur le marché intérieur et Draghi sur la compétitivité, mais il y a eu d'autres rapports importants. Le rapport Niinisto sur la défense et la sécurité de l'ancien président finlandais, le rapport recherche sur la recherche de Heitor, le rapport sur l'innovation du prix Nobel de l'économie français Jean Tirole.
c'est très intéressant de voir la concentration de tous ces documents qui arrivent et qui sont déposés juste au bon moment, finalement, juste au moment où le grand remue-ménage du début 2025 arrive avec le retour de Donald Trump. Et dans ces 17 questions fondamentales que nous avons posées au Portugal à la fin 2023, j'en cite 2. Première question fondamentale, se préparer à l'affaiblissement de l'engagement américain en Europe. Et deuxième question fondamentale, construire une défense européenne beaucoup plus forte. Et donc voilà la phrase qui décrit un peu cette philosophie que nous publions donc, que nous écrivons fin 2023. L'imprévisibilité de la politique étrangère des États-Unis due à l'extrême polarisation intérieure signifie que la protection américaine de l'Europe ne peut plus être tenue pour acquise. Un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait entraîner la fin brutale du soutien américain à l'Ukraine, la désintégration de l'Alliance atlantique et ou s'accompagner de pressions croissantes sur les pays européens afin qu'ils s'alignent complètement sur les politiques commerciales américaines, entre autres. Donc, ayant présenté ce schéma d'une Europe puissance en 2040, mais pas de n'importe quelle Europe puissance. Les mots que j'ai répétés tout à l'heure sont des mots importants. Les mots d'une puissance globale, durable et responsable, parce qu'ils définissent le modèle de l'Europe dans le monde. Nous voulons construire une Europe puissance, mais pas n'importe quelle puissance. Nous voulons construire une puissance globale, bien sûr, mais aussi durable et responsable, parce que c'est le modèle de l'Europe, c'est l'ADN de l'Europe depuis la création du mouvement d'intégration européenne. En tout cas, c'est le modèle de la présence européenne dans le monde. Alors, ce deuxième conclave qui a eu lieu donc en janvier, à la veille de la prestation de serment de Donald Trump revenu à la Maison-Blanche, Politico, vous connaissez le média Politico, l'a présenté comme une forme de pré-Davos de l'Europe. Voilà, puisque nous étions juste avant Davos et pas seulement juste avant l'intronisation de Donald Trump. Et d'ailleurs, le même Politico disait Trump exclut l'Union européenne de son investiture. Donc nous avons à ce moment-là, dans ce deuxième exercice, en début de cette année, nous avons réouvert 3 chapitres. La défense, la technologie et le financement. La question du financement, le narratif et le leadership. Et la question du financement, mais aussi, nous avons voulu ajouter la question de la gouvernance, du leadership et du narratif. Alors, sur la défense, cette réunion en janvier a eu lieu juste avant plusieurs choses. La retraite des chefs d'État et de gouvernement européens, présidée et convoquée par Antonio Costa, qui a eu lieu, je crois, le 3 février. Le Conseil européen du 6 mars. Bien sûr, avant le paquet réarme présenté juste avant le Conseil européen du 6 mars par Madame van der Leyen. Ça a eu lieu avant, bien sûr, l'élection allemande de fin février et les déclarations historiques du futur nouveau chancelier Friedrich Merz. Et ça a eu lieu, par définition, avant quelque chose qui n'a pas encore été présenté, mais que nous attendons, qui est le livre blanc, le nouveau livre blanc de la Commission, qui va alimenter les futurs sommets européens, dont le prochain aura lieu déjà fin mars, comme vous le savez. Donc sur les questions de défense, j'irai assez vite sur des choses que nous avons dites et que maintenant, qui sont largement partagées. Notamment, quand même, mettre en valeur ce qui a déjà été fait, parce que moi, je le dis souvent en tant qu'ancien représentant permanent, j'ai quitté Bruxelles en 2014, il y a déjà eu une révolution, un changement de paradigme à Bruxelles. Ce n'est plus un tabou de financer la défense à partir du budget européen, c'était un tabou encore récemment. Et Charles Friss, le secrétaire général adjoint du SCEAE, qui était là ce matin, a dit, je crois, comme exemple, a donné EDIRPA, le programme européen qui finance des achats communs d'armement, et il a expliqué comment 300 millions d'euros du budget communautaire ont fait un effet levier sur 11 milliards d'euros de commandes communes, notamment de missiles et de munitions. Donc on a changé, on a commencé à changer, mais il faut passer à l'échelle. Il faut changer d'échelle, il faut accélérer et changer d'échelle.
Donc, dans notre réunion, et on a passé une grosse matinée avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, on a évidemment évoqué l'Ukraine. Je ne reviens pas dessus parce que ce qu'on a dit, c'est l'objet des discussions qui ont lieu depuis. On a bien présenté l'Ukraine, pas seulement comme, entre guillemets, bénéficiaire d'une solidarité, d'une aide de notre coopération de défense, mais aussi comme un partenaire de l'Europe de la défense. Ça, je crois que c'est très important. Nous avons parlé de la nécessité de dialoguer avec les États-Unis, dans la mesure où Washington le souhaite, bien sûr, pour montrer que nous prenons plus de responsabilités, mais pour organiser ce transfert de responsabilités sur l'Ukraine comme au sein de l'OTAN. Nous avons parlé de la nécessité d'associer le Royaume-Uni, de trouver des formes de gouvernance pour associer le Royaume-Uni. Il y aura d'ailleurs un sommet bientôt entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et puis nous avons parlé de l'industrie, de la nécessité d'abord d'identifier les capacités manquantes, mais pas seulement les capacités manquantes globales, enfin représentant des systèmes entiers, mais aussi les éléments de systèmes européens qui existent, mais qui ont des systèmes, qui ont des éléments en leur sein que nous n'avons pas. Et nous avons donc dit qu'il fallait faire trois choses. Il fallait acheter plus, avec plus d'argent donc, acheter ensemble et acheter européen. Triptyque fondamental, ce qui veut dire bien sûr des achats communs, des spécifications aussi uniques que possible, un vrai marché intérieur de la défense, comme l'avait dit Enrico Letta, un régime de sécurité d'approvisionnement, bref, des éléments d'économie, comme on dit, d'économie de guerre, une organisation différente. En ce qui concerne le financement, nous avons évidemment là aussi parlé des différents éléments financiers qui existent. J'appelle votre attention sur le fait qu'on dit souvent l'Union européenne, ce n'est pas la défense. Ça peut être beaucoup la défense au plan du financement, parce que là où il reste une marge financière, c'est souvent au niveau européen, ne serait-ce que parce que l'Union européenne n'a pas encore emprunté beaucoup sur les marchés. On sait pourquoi, pour des raisons de blocage politique de certains pays. Mais nous avions déjà à l'époque, avec le président du Conseil européen, recommandé l'assouplissement des règles du pacte de stabilité et de croissance. Ça, on peut considérer que c'est maintenant acquis. Hein. Il y a vraiment un consensus. C'est quand même une révolution copernicienne. On avait parlé de l'utilisation des fonds disponibles, de la sensibilité des fonds régionaux, mais aussi de leur disponibilité, on pourrait y revenir, d'emprunts communs, de project bonds pour la défense. On avait évidemment souhaité un rôle plus important pour la Banque européenne d'investissement. Certains évoquaient une filiale armement de la BEI. Et bien sûr, à travers l'union des marchés de capitaux, quitte à le faire au niveau de quelques pays seulement, créant des produits d'épargne qui ne sont pas reconnus sur les 27 marchés, de financer les industries de défense à travers de nouveaux produits d'épargne privée. Les deux originalités, parce que toutes ces idées, on les voit dans beaucoup d'enceintes, les deux originalités, je dirais, de notre apport ont été sur les sujets de la technologie et de la démocratie, la dimension démocratique. En matière technologique en particulier, nous avions suggéré dans le premier conclave d'aller vers des formes de recherche beaucoup plus dynamiques. On a parlé de cette fameuse idée d'une DARPA européenne. Hein. En janvier, nous avons parlé bien sûr des alliances technologiques. Enfin, bien sûr, non. On a proposé des alliances technologiques et industrielles transnationales sur les technologies à usage dual. On a beaucoup évoqué et on a proposé de manière plus précise des conditions adaptant le modèle de gestion, la réglementation applicable aux entreprises dans le cas des entreprises d'innovation. Et là, il y a un point politique très important. On dit parfois, et nous on a dit attention à cette présentation, pour financer la défense européenne, il va falloir faire des sacrifices ailleurs. On a eu cette discussion avec le secrétaire général de l'OTAN. Il y avait le président du Conseil économique et social européen qui a réagi d'ailleurs. Attention, ça risque de délégitimer cet effort de défense européenne.
Par contre, dans l'écosystème d'innovation, on peut modifier les règles pour permettre aux entreprises très innovantes de s'adapter beaucoup plus vite dans le secteur de l'innovation. Mais au niveau du narratif, il y a un point qui nous paraît très important, qui consiste à dire, mais on peut en reparler, hein, parce que c'est certainement, ce narratif, c'est un des points fondamentaux, que l'Europe de la défense, c'est bon pour la compétitivité, c'est bon pour l'innovation, et donc qu'il faut investir dans l'Europe de la défense pour précisément en faire un des principaux facteurs de développement de la compétitivité de l'économie européenne. Il faut faire le lien très nettement entre ces deux aspects. C'est ce que moi, en particulier aux États-Unis, j'ai appris du modèle américain. Et donc, au niveau du narratif, nous avons, lors du premier conclave, proposé, et je crois que c'est particulièrement important pour l'Europe de la défense, et je vais m'arrêter là, de travailler sur la démocratie européenne. Typiquement, si l'on veut créer un esprit de défense au niveau européen, si l'on veut entraîner nos populations dans cette direction, il faut créer des opportunités de débat démocratique dans nos démocraties nationales, mais aussi au niveau européen. Il faut considérer la bataille pour l'information comme une dimension essentielle de notre sécurité. Il faut encourager les vecteurs de débat, des canaux de débat, des infrastructures de débat européennes. Et il faut aussi réinventer nos modes de débat délibératif, comme d'ailleurs cela se fait déjà dans beaucoup de nos démocraties, mais en les développant au niveau européen, et l'appliquer en particulier aux questions de défense. Il faut marteler le message que l'Europe puissance, c'est l'Europe pour la paix. Civis pacem parabellum, c'est en préparant les moyens de nous défendre que nous obtiendrons le maintien de la paix à partir d'une position de puissance. Et bien entendu, et je reviens, c'était le titre du premier rapport, il faut montrer que l'Europe a un message à apporter, que le retrait américain, c'est aussi une opportunité pour nous de revenir sur notre message. Je prends l'exemple de la lutte contre le changement climatique. L'Europe est une puissance de paix et de coopération. C'est une puissance, elle doit devenir une puissance en tout cas, mais pour faire des choses particulières, pas pour être une puissance comme d'autres puissances. Donc, dans le narratif, il nous semble que la destinée manifeste, en quelque sorte, de l'Europe, pour reprendre un terme bien connu dans d'autres contextes, c'est de continuer à proposer des modes de coopération, de gestion des biens publics communs, comme le climat, comme la santé. Et l'Europe est dans le monde aujourd'hui, compte tenu de son histoire personnelle, évidemment, compte tenu de son implication dans les négociations climatiques ou l'aide au développement, la mieux placée, à condition qu'elle sache écouter les autres partenaires, qu'elle sache développer des alliances avec l'Amérique latine, avec l'Asie du Sud-Est, avec l'Inde, avec toutes les autres régions du monde qui ne sont pas dans cette compétition d'empire, qu'elle sache évidemment écouter aussi les autres parties, les autres continents, d'où l'organisation de notre conclave. Voilà, j'ai résumé à grands traits et je vous laisse la parole